Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal, mesdames, messieurs. D'abord les titres. Goma assiégée par les rebelles, la ville est tombée en fin de matinée entre les mains du M23. Les rues du chef-lieu de la province du Nord Kivu étaient désertes ce mardi et des habitants sont restés terrés dans leur maison. Un scénario que les habitants de Goma n'ont plus vécu depuis 1998. Des réactions à la chute de Goma, le président de la République Joseph Kabila lance un appel à la mobilisation tous azimuts contre l'agression dont est victime le pays. Le chef de l'État s'est adressé à la nation ce mardi même depuis la capitale. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs coins du pays, à Kinshasa comme dans les autres provinces. Les jeunes sont sortis dans la rue pour exprimer leur colère après la chute de Goma. Ils disent non à la balkanisation du pays. Les organisations de la société civile disent également non à la balkanisation du pays. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, est l'invité de ce journal. Voilà tout pour les principaux titres. Merci de nous rejoindre pour vous informer. La chute de la ville de Goma, l'information a fait l'effet d'une bombe dans le pays. Selon des sources concordantes, les rebelles du M23 sont entrés ce mardi dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu après avoir pris le contrôle de l'aéroport en fin de matinée. Les rues de Goma étaient désertes ce mardi et les habitants sont restés terrés dans leur maison. Les détails avec notre correspondant sur place à Goma, Saïdi Ramazani. La ville de Goma souffrait depuis hier vers 14h18 heure de Goma. Le mutant du M23 tentait d'entrer avec force à l'aéroport de Goma. Jusqu'à plus tard, ça n'a pas été possible. Une évidente repousse par les FARDC vers 4 km est propagée. La population de Goma, ancienne, semble être rassurée. Ce matin, vers 12h40, la tension monte. Le commandant de la 8e région militaire de Goma est visite dans la grande route, accompagné d'une marmaille et fidèle à l'armée loyaliste. Pas plus tard que 2 minutes, les volontaires armés en tenue civile sont face à face avec le 123 qui font leur entrée triomphale dans la ville touristique volcanique de Goma. Avant qu'il ne soit 11h de Goma, il reste que la colline abritant la RTNC qui tombe après l'aéroport international de Goma. Finalement, jusqu'à ce matin, l'état de liés des blessés est de 33 personnes, dont une femme qui a fait une mort inutile. Des informations selon notre source, la base militaire de l'armée gouvernementale est délocalisée pour Minova au sud Kivu. En outre, la ville de Goma est tombée dans les mains du 123. Selon des sources médiatiques, le chef de l'État s'est rendu ensuite à Kampala. Joseph Kabila devrait présenter devant ses pairs les preuves de l'agression dont est victime le pays au cours du sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL. Le même appel à la mobilisation est lancé par le ministre de l'Intérieur qui conduisait une délégation gouvernementale à Goma, mais la délégation n'est finalement pas arrivée à destination. À partir de Bukavu, Richard Muyej a confirmé la présence des militaires rwandais aux côtés du M23. Le ministre invite la population à défendre la souveraineté du pays. L'occupation de la ville de Goma, l'Assemblée nationale n'est pas restée indifférente. La question a divisé les deux principaux camps politiques en présence au sein de cette chambre du Parlement. L'opposition qui sollicitait la convocation du Premier ministre pour éclairer l'opinion sur cette situation a vu sa demande tout simplement rejetée par la majorité. Les députés de l'opposition ont dû quitter la salle et ont fait cette déclaration. L'opposition a quitté la salle parce que, comme vous savez, de manière récurrente, la même opposition a souhaité obtenir de la part du gouvernement des explications et des informations précises sur la vraie réalité de la guerre à l'est du pays, mais aussi des réponses sur la manière dont le gouvernement de la République entendait résoudre cette crise. Aujourd'hui, le constat est amer. Les réponses souhaitées par les citoyens ainsi que toute l'opposition ne sont pas arrivées. Le président de l'Assemblée nationale, je veux dire la majorité, alors que la situation est telle qu'elle exige des réponses et des explications du président de la République, commandant suprême des forces et garant du fonctionnement harmonieux des institutions et de l'indépendance nationale, mais aussi, à la limite,
les explications et les réponses du Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes étonnés d'observer la théâtralisation de la situation alors que des Congolais sont en train de mourir. L'opposition refuse cette espèce de complaisance et de théâtralisation du conflit et considère quel est le responsable numéro 1 de cette crise. Ils répondent. Qui sont ces responsables? Le chef de l'État doit répondre. Et nous avons suggéré, souhaité même, qu'il y ait convocation du Congrès, la réunion des députés et des sénateurs, afin que le chef de l'État puisse venir expliquer au peuple congolais les tenants et les aboutissants de cette guerre à l'Est qui est devenue structurelle et même un fonds de commerce pour ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo. Goma est tombé sans grande résistance et pourtant la MONUSCO avait promis de défendre la ville aux côtés des FARDC. Où sont passés les 6700 casques bleus avec tout leur arsenal militaire? C'est la question que beaucoup se posent dans la capitale. Votre rédaction a tenté en vain de joindre la mission de l'ONU pour en savoir davantage. Et il s'en est suivi cette colère des étudiants dans la capitale venus de différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Ces jeunes ont exprimé leur ras-le-bol, notamment vis-à-vis de la communauté internationale représentée par la MONUSCO. Ils étaient nombreux à descendre dans la rue pour protester contre la chute de la ville de Goma. Même la pluie n'a pas bravé leur détermination. Au moment où la manifestation commençait à prendre de l'ampleur, les éléments de la police déployés sur les lieux sont venus en renfort pour disperser les manifestants. Sans se poser des questions, certains d'entre eux s'interrogent si le complot contre le Congo n'avait pas de connexion à Kinshasa. Faire pression à ces gouvernements. On n'arrive pas à comprendre. Être étudiant n'est pas synonyme de rester scolastique. On est là pour défendre nos droits. Et on vit dans une société. On doit respecter cette société. La bonne vie mœurs, tout ça, on doit tenir compte de ça. Comment un petit pays peut nous séquestrer, peut nous rendre, nous mener une vie difficile? C'est pratiquement impossible. Les gens qui sont à l'Est, ce sont nos frères. Les gens qui sont là-bas, ce sont nos sœurs. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, tout. Ils sont en train de mourir là-bas. Qu'est-ce que nous devons faire? La police qui sont des Congolais comme nous peuvent nous interdire de faire une marche pacifique pour un intérêt général. Vraiment, c'est une désolation totale pour nous. Mobilisés et déterminés, quelques étudiants ont choisi de braver la pluie, conscients que l'avenir du pays se joue dans l'Est. Ils ont entrepris d'aller battre le pavé devant le siège de la MONUSCO, aussi à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. Nous voulons la paix, que la communauté de l'ONU puisse prendre quand même des sanctions à l'encontre du Rwanda. Aujourd'hui, cette organisation des Nations Unies est restée unanime. Il y a des gens qui meurent à l'est du pays. Nous n'allons pas accepter, quel que soit le prix à payer, nous allons payer. Ils accusent la communauté internationale, notamment les Nations Unies et les États-Unis d'Amérique, qu'ils qualifient de parrains des agresseurs rwandais qui instrumentalisent les terroristes du M23. Vous êtes informés quand même de l'élection du Rwanda en tant que membre non permanent des Nations Unies. Qui les ont soutenus? Les États-Unis. Donc nous savons que c'est leur parrain légitime et de tous les jours. Nous ne pouvons pas accepter que les vies des Congolais soient mises en cause, que nous puissions mourir. Cette démarche noble initiée par les étudiants s'est terminée par la confusion la plus totale. Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur projettent d'autres manifestations cette semaine jusqu'à la libération de la ville de Goma. Des manifestations sont signalées dans plusieurs coins du pays. À Kisangani, en province orientale, on fait état des scènes de pillage et de violence. 2 morts, c'est le bilan des altercations, j'allais dire, qui sont suivies entre la police et les manifestants. Témoignage avec notre correspondant en province orientale, Thomas Makunia. Tout était parti de l'annonce de la chute de Goma par les rebelles du M23 ce matin par la radio France Internationale. Le 9h, lorsque les étudiants de l'université de Kisangani et ceux des instituts supérieurs ont descendu au centre-ville de Kisangani pour dire non de la chute de Goma. Et quelques heures après, la population de Kisangani, notamment les différentes associations de 6 communes qui constituent la ville de Kisangani, sont descendues pour renforcer les étudiants. De leur passage, plusieurs matériels et dégâts ont fait constater
La société civile en appelle au dialogue, c'est ce que préconise l'AETA, une plateforme de la société civile. Justement, cette organisation invite les acteurs politiques et autres à dépasser leurs divergences pour sauver la patrie en danger. Ce cri a été lancé au cours d'une conférence de presse dans la commune de Limité. Dans quelles conditions nous nous retrouvons? Agir pour les élections transparentes et apaisées, travaille comme plateforme électorale et souhaite que l'électorat vive en paix. Préoccupés par la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, les acteurs de la société civile, membres de cette structure, haussent le ton pour dénoncer le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ils recommandent de manière urgente un dialogue politique franc, non partisan et inclusif. Au-delà des engagements aussi bien politiques, diplomatiques et militaires sur lesquels sont focalisés les efforts du gouvernement, qu'ils soient organisés de façon prioritaire et de toute urgence, un dialogue politique congolo-congolais devant impliquer les acteurs politiques, tant de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique, extra-parlementaire, l'opposition armée, ainsi que les acteurs sociaux et économiques du pays. Ainsi, tous les acteurs politiques, socio-économiques congolais devraient momentanément oublier leurs divergences au profit de l'intégrité territoriale et de l'intérêt majeur de la nation. Je vous l'annonçais en titre, nous recevons dans ce journal M. Jonas Tchombela. Il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Monsieur Tchombela, bonsoir. Bonsoir. La ville de Goma est tombée. Plusieurs fois, vous avez initié des actions pour tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, vous êtes plutôt un homme déçu. Je vous dis, je ne suis pas un homme déçu, mais déterminé, comme peuple et comme nation, pour faire face à cette nouvelle situation qui arrive à notre pays. Tenez, plus de 6 millions de morts, 16 ans de guerre et de violence, des femmes violées, des villages brûlés, pillage systématique de nos richesses. Je crois qu'il est grand temps que le peuple congolais se réveille maintenant. En vertu de l'article 63 de notre Constitution, nous avons le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. En quoi faisons, par exemple? Ici, maintenant, là, l'heure est grave, mon frère. L'heure est tellement grave. Majorité, opposition, société civile, syndicats, jeunes et vieux, nous devons nous mobiliser pour faire face échec à ce plan de balkanisation de notre pays, parce que nous n'avons pas d'autres pays. Ici, c'est un peuple et une nation en danger. Donc, il appartient au peuple de se mobiliser. Nous devons nous assumer. Je vous dis que nous devons nous assumer. L'heure est grave. Faut-il continuer à compter sur la communauté internationale? Le moment de compter sur cette communauté internationale semble être dépassé. Le moment est venu à ce que nous-mêmes, Congolais, nous puissions nous regarder en face et faire face à cette énième occupation de notre pays par le Rwandais du M23. J'insiste, par le Rwandais du M23. Donc le moment n'est plus encore à pleurnicher ni à crier. Nous devons nous rassembler comme un seul homme pour faire face à cette nouvelle situation. D'abord comme peuple. Nous n'avons pas d'autre pays que l'unique pays que nous avons, c'est le Congo. Et maintenant là, nous en appelons à la mobilisation générale et à la résistance populaire. Alors dans votre communiqué, autour des mouvements que nous allons appeler les devoirs sacrés de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Alors dans votre communiqué de presse, vous dénoncez ce que vous appelez l'hypocrisie de la communauté internationale et vous demandez même la requalification du mandat de la MONUSCO. Mais vous savez que la communauté internationale, cette même communauté internationale, vous savez ce qu'elle a comme problème dans ce pays. Elle ne s'arrête. D'ailleurs, les Nations Unies sont en train de rater une bonne occasion de faire la paix dans notre pays. Ils sont ici pour la paix, mais voilà leur propre rapport. Les nations qui composent cette nation sont en train de tergiverser en condamnant, au lieu de prendre des sanctions contre les terroristes du M23 et le pouvoir rwandais qu'ils instrumentalisent et le pouvoir ougandais. Pour nous d'ailleurs, nous ne croyons pas aux négociations qui se passent à l'est, à Kampala. Nous demandons seulement
la communauté internationale semble jouer un mauvais jeu. Et c'est maintenant que le peuple congolais devrait comprendre, condamner. C'est eux-mêmes qui ont diligenté les enquêtes. C'est eux-mêmes qui ont publié les rapports. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à prendre des sanctions contre un pays qui est en train de déstabiliser un autre pays délibérément? Curieusement, ce pays, au mois de janvier, sera un de leurs au niveau du Conseil de sécurité. C'est très grave ce qui arrive au Congo. On a l'impression même que le Congo, notre pays, n'a pas d'amis. Et nous sommes restés seuls. Et comme nous sommes restés seuls, nous n'avons qu'à nous défendre. Nous n'avons pas un autre pays. Simon Kimbangu a perdu sa vie pour ce pays. Mon cardinal Malou a perdu la vie. Lumumba ainsi que les autres, Monseigneur Muziriwa, Kataliko, tous ils ont versé leur sang pour ce pays. Les Congolais, nous devons nous lever comme un peuple pour faire face à cette énième situation. C'est ici que j'interpelle aussi le gouvernement. Laissez la population congolaise s'exprimer. Trop, c'est trop. Oui, mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait des dérapages. Cette population ne veut pas aller vers le pillage. Cette population ne va pas aller vers des casses ou bien des tri. Non, elle est en train d'exprimer ce qu'elle ressent. Vous ne savez pas ce que nous savons, nous avons comme problème maintenant là. À l'est de notre pays, nous on peut encore manger ce soir. Est-ce que nos frères et sœurs à l'est mangent? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils sont en paix? Le gouvernement devra décréter l'état d'urgence. Est-ce que notre pays... Monsieur Tchombela, nous sommes là dans un tournant du projet de balkanisation de la RDC. Mais c'est cela. C'est l'une des phases de ce projet. Il faut rien attendre. Mais depuis ce matin, combien de gouvernements ont condamné ça? À travers le monde entier. Un autre pays envoie ses militaires s'il sort de notre pays pour occuper notre pays. Depuis quand le Rwanda peut coloniser la RDC? Aucune sanction contre le Rwanda. Et il tergiverse au niveau des condamnations. Et il y en a même qui ne citent pas le nom du Rwanda. Comment vous voyez les relations entre la RDC et le Rwanda finalement? Mais ce sont des relations qu'il faut rompre. Tout simplement. Il n'y a pas de relations. Même si nous sommes dans la phase des relations diplomatiques, qu'est-ce que ça nous profite? Et pour nous, à la nouvelle société civile, nous estimons que le moment est venu de rompre carrément ces relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Il ne faut pas qu'on pense toujours que c'est le Rwanda. Les portes, les bases arrières de ces terroristes du M23, c'est au niveau du Rwanda et de l'Ouganda. Alors, appel à la mobilisation, vous comptez faire quoi concrètement? Nous, au niveau de la nouvelle société civile, à partir de demain seulement, nous allons laisser nos coordonnées. Ceux qui veulent nous recontacter peuvent nous contacter. Nous allons faire une grande réunion d'organisation. Nous devons nous mobiliser pour marcher. Nous devons marcher. Nous devons marcher pour protester. Qu'on nous laisse marcher, c'est l'unique moyen pour nous de nous défendre. C'est l'unique arme que nous avons, démocratique et légale, de nous défendre. En vertu de notre constitution, l'article 63 qui nous demande notre devoir sacré de protéger l'intégrité de notre pays. C'est l'article 63, c'est notre constitution. Merci. Donc, tous les Congolais sont appelés à se mobiliser là où ils se trouvent pour faire face à cette énième occupation de notre pays. Jonas Tchombela, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Pour la presse, il n'y a pas de doute possible entre la RDC et le Rwanda. C'est déjà la guerre sur la presse congolaise. Donc, le Rwanda a décidé de rentrer en guerre contre la RDC à visage découvert, l'enjeu étant bien entendu la chute de la ville de Goma, mais aussi d'autres villes du pays. Du coup, la communauté internationale se trouve défiée. Que va-t-elle faire devant l'entêtement du Rwanda et de ses acolytes du M23? Commentaire de la rédaction avec Bijoumi. Commencé dimanche, les affrontements armés entre les FARDC et la coalition M23 RDF se sont intensifiés ce mardi. L'information est venue de l'ONU. Les rebelles ont pris en fin de matinée le contrôle de l'aéroport de Goma, l'un des points de résistance clés de l'armée. Toutefois, la chute de Goma pousse à s'interroger sur la crédibilité de la communauté internationale qui, par l'entremise du Conseil de sécurité, devrait prendre ses responsabilités. Le Rwanda a été désigné par un rapport des experts de l'ONU comme le principal instigateur de l'insécurité qui sévit dans le Nord Kivu. Cela au même titre que l'Ouganda. La structure de l'ONU chargée du régime des sanctions serait à pied d'œuvre et pourrait livrer ses conclusions incessamment. Pendant ce temps, le Rwanda joue son va-tout. Tel un fauve enragé, quasiment au désespoir, le Rwanda est revenu à l'attaque en prenant pour prétexte la chute d'un obus tiré à partir de Goma et qui serait tombé sur son territoire à Gisenyi. Entre-temps, il est fait état de la traversée des troupes de RDF pour renforcer celles qui sont déjà positionnées sur les territoires congolais. Le jeu est clair. Il faut montrer à la communauté internationale que le Rwanda est capable de signer l'apocalypse au Congo. Pour cette raison, il faudrait coopérer avec lui et non l'affronter au risque d'embraser la sous-région des Grands Lacs tout entière.
Pour des observateurs avisés par ces manœuvres dilatoires, le régime de Kigali veut faire pression sur le Conseil de sécurité en rappelant sa capacité de nuisance. Son combat consiste à empêcher l'organe exécutif de l'ONU de prendre des sanctions contre lui. Par ailleurs, des sources proches des chancelleries occidentales à Kinshasa et Goma laissent entendre que Kigali s'est servi de la CIRGL pour plomber l'efficacité des FARDC sur le terrain par le canal des initiatives comme le mécanisme conjoint de vérification et la fusion des services secrets. À l'épreuve du temps, ces initiatives se sont révélées de la poudre aux yeux des Congolais et de la communauté internationale qui s'est laissé longtemps séduire par un régime pyromane qui cachait sa véritable nature en se revêtant de l'accoutrement de sapeur-pompier. Il ne reste plus qu'aux grandes puissances d'en tirer toutes les conséquences et de compatir au drame congolais en adoptant des sanctions. Parmi les victimes de cette barbarie humaine, il y a des enfants. Et pourtant, le monde célèbre ce mardi 20 novembre la Journée internationale du droit de l'enfant. Depuis 1989, les Nations Unies ont adopté la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte qui affirme que l'enfant est une personne qui a le droit d'être éduqué, soigné, protégé, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Rosa Wazi et Fiston Bouini nous proposent ce dossier sur la situation des enfants en RDC. À Kinshasa, les enfants semblaient bien connaître leurs droits. Devant la caméra, ils le déclinent à haute voix. L'enfant a droit d'étudier, l'enfant a droit de s'habiller. Tant que je suis dans la famille, je suis logée, je vis très bien chez moi, mes droits sont respectés. Même les toutes petites savent qu'elles ont des droits que les parents sont tenus de respecter. Si je suis malade, elle m'amène au lit. Les parents doivent nous nourrir, nous donner les bonnes éducations et nous habiller. Cet autre regrette que de nombreuses familles ne prennent pas en considération le droit de l'enfant. Il y a d'autres enfants qui n'étudient pas, les enfants qui sont dans la rue. Il y a des parents qui prennent comme cause l'argent, qu'il n'y a pas d'argent pour scolariser l'enfant. Mais quand l'enfant vient au monde, il faut prendre toutes ces précautions, les donner à manger et puis l'envoyer à l'école. Dans les écoles, les enseignants affirment qu'ils prennent bien soin d'apprendre aux élèves leurs droits. Les parents envers les enfants. C'est pour cela que nous avons l'activité de comportement. Si vous regardez le document pédagogique, vous allez voir l'éducation nationale a produit aussi un cours qui dit comportement. Maître Jules Kajungulu est avocat pour enfants. Ces derniers confirment la situation de droit de l'enfant en République démocratique du Congo connaît une évolution certaine. Toutes les provinces de la République, les 11 provinces, ont chacune un tribunal pour enfants. À Kinshasa, il est prévu, je crois, des tribunaux, 4. Mais pour le moment, nous avons un tribunal principal, le tribunal pour enfants qui a provisoirement son siège en Dili, le siège du tribunal des grandes instances de Kinshasa en Dili. Mais il y aura des tribunaux secondaires qui seront, je crois, en nombre de 4. Au 14 octobre 2012, 37 enfants, 37 filles mineures ont été assistées, 454 dossiers ont été traités, 396 garçons ont été assistés, 165 enfants en détention, c'est-à-dire les enfants qui sont placés au pavillon 10 de la prison centrale de Makala ont réussi l'assistance d'un avocat. Une loi portant protection de l'enfant existe en République démocratique du Congo, mais elle peine à être vulgarisée. Les pouvoirs publics et l'ensemble du corps social devraient s'impliquer pour que ces textes soient connus de tous. Toujours à Kinshasa, les enfants ne sont pas à l'abri de plusieurs abus. Ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans la rue. Le phénomène appelé « enfants de la rue » ne cesse de prendre de l'ampleur dans la capitale. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Réponse, encore une fois avec Rosa Wazi et Fiston Bouini. Le phénomène enfant de la rue ne faiblit toujours pas à Kinshasa en dépit des plaidoyers autour de la question. Le gouvernement, les ONG et les initiatives privées, tous ont multiplié des stratégies pour venir à bout de cette réalité, mais en vain. Ces filles nous donnent les raisons pour lesquelles elles restent encore dans la rue.
Pierre Moussa Yangou est coordonnateur d'un centre de réinsertion des enfants de la rue. Il continue malgré tout de plaider la cause de ses enfants. À plusieurs reprises, ils se sont rendus au palais du peuple devant l'Assemblée nationale pour essayer de réclamer un peu cette chose. Mais nous, apparemment sur terrain, il me semble qu'il n'y a rien n'est fait, en tout cas juste là. Oui. Ces enfants qui sont encadrés dans ces centres profitent de notre caméra pour interpeller les dirigeants en vue de la promulgation de la loi portant protection de l'enfant. L'État a essayé de se dire que n'a pas sorti au Babouboula, au Totozalara, la psychologie au Tonixasa, au Sungabangu, au Sungabisauma Koki, Palis Abisso bien, tout le temps en Liban sur la tang à tous à bien, puis à Sungabangu, au une section de la famille, pour un normal témoin à Zalibanda, fois dans la famille. Et avec au Sungabisso, mais il y a tout le monde en résultat, et l'État est tous la part. Pourquoi ces phénomènes ne faiblissent-ils donc pas? Daniel Toumba évoque des difficultés financières de parents. Nous sommes très mal payés. Avec ce que nous gagnons, nous ne sommes pas capables de satisfaire à certains besoins. Donc je pense qu'il y a vraiment des problèmes qui se posent dans ce cadre-là. Mais pour cet autre parent, la crise financière ne constitue pas une raison suffisante pour abandonner les enfants. Ces parents sont totalement irresponsables. Qu'est-ce que vous direz des parents pauvres qui ont eu des enfants qui aujourd'hui assument des responsabilités assez importantes? Il ne faut pas penser que le président de la République, il ne faut pas penser que certains ministres tous sont venus des familles nanties. La célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant est aussi l'occasion de rappeler aux parents qui sont tenus de prendre leurs responsabilités, même en situation délicate. Affaire V-Club devant la Cour suprême de justice. L'audience attendue ce mardi n'a plus eu lieu. C'est ce mardi que la section administrative de la Haute Cour devait au contraire transmettre le dossier auprès du parquet général. L'audience ne sera fixée qu'après l'avis du parquet, nous disent Rosile Martin Bouyamba, Christopher Kamanda et Dieu merci Suga. La Cour suprême, qui avait décidé d'écourter le délai prévu pour l'examen de la requête de V-Club, n'a pas en tout cas respecté sa parole. Déterminé à obtenir l'annulation de la toute dernière dérogation accordée par le ministre des Sports à la FECOFA, les avocats de V-Club retournent sans suite. C'est comme ça que dans le parquet général public, dont la Cour va devoir transmettre aujourd'hui, le 5, le 20, le dossier auprès du ministère public au niveau de la Cour du parquet général de la République pour son avis écrit. Toutefois, la défense de V-Club dit garder sa sérénité car son client est dans le bon. Pour moi, je suis en train d'estimer que ça pourra avoir lieu cette même semaine. Parce que comme c'est un dossier qui est tellement urgent et le délai qui était de 3 jours, de 5 jours aujourd'hui. Des sources proches de la Haute Cour, il se chuchote que l'arrêt de la Cour suprême de justice ne tombera qu'après l'avis du procureur général de la République. Voilà, à présent nous allons lire la presse parue ce mardi dans la capitale. Doudou Ndombe nous rejoint, c'est pour la revue de presse. Doit-on déjà parler de la guerre entre la RDC et le Rwanda? En tout cas, la population de Goma vit dans la torpeur depuis dimanche dernier. Le potentiel qui en parle estime que le Rwanda a décidé de rentrer officiellement en guerre contre la RDC. Il opère désormais à visage découvert avec comme objectif la chute des Goma. Kigali a choisi de défier la communauté internationale. Le régime de Paul Kagame s'est servi de la CIGL pour plomber les FARDC sur le terrain. Au quotidien, de conclure que pour une fois, les grandes puissances devraient montrer aux Congolais qu'elles ne sont pas complices du Rwanda en adoptant des sanctions contre le Rwanda. Le Phare partage le même avis alors qu'il bouclait son édition d'hier et que Goma était encore entre les mains des FARDC. Le journal estime que ce serait un échec de l'ONU si les forces stationnées à Goma laissaient entrer les terroristes. Les tabloïds évoquent la colère des Kinois au lendemain de la prise de Bukavu par les éléments du duo Kunda-Mutebusi en juin 2004. La prospérité relaie les propos de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Pendant que Kinshasa refuse catégoriquement de négocier avec le M23, Luc Alad, ambassadeur de France en RDC, demande que cette agression cesse
et qu'on arrête de prendre en otage les populations civiles. La France se prépare pour condamner l'agression dont la RDC est victime. C'est ce qui fait dire au journal Le Palmarès que la France se réveille pour sauver la RDC du plan de balkanisation. L'ambassadeur de France à l'ONU a présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité pour obtenir la condamnation du M23, mais aussi tous ses soutiens internes et externes. Guerre à l'Est, l'avenir invite la SADC à se ressaisir. Le journal évoque l'article 6 du pacte de défense mutuelle qui stipule que toute attaque armée perpétrée contre un État parti sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité régionale. En réponse à une telle attaque, une action collective immédiate devrait être mise en marche avant que ces terroristes ne prennent du terrain. Fin de cette revue de presse. Merci Doudou pour cette revue de presse qui vient mettre fin à cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et merci de rester avec nous sur la télé républicaine.